15 avril 2019, 19h45. L'un des événements les plus horribles dont j'ai été le témoin, c'est la flèche qui s'effondre en flammes sur la nef. Si vous étudiez l'art et l'architecture gothique, c'est vraiment la dernière chose que vous voulez voir. Cela fait partie de ces moments dont on se dit qu'on ne les oubliera jamais. La chute de la flèche de Notre-Dame provoque un effroi mondial. C'est un symbole, mais aussi un colosse qui vient de s'effondrer. Un exploit architectural qui culminait à 93 mètres de hauteur. Ce géant néo-gothique de 500 tonnes de plomb et de 250 tonnes de bois donnait à Notre-Dame tout son élan. La flèche a provoqué les plus importants dégâts subis par l'édifice. Emportant une partie des voûtes de la nef et celle de la croisée du transept. Elle était le point faible de Notre-Dame de Paris en cas d'incendie. Pourtant, ses concepteurs furent en leur temps les sauveurs de Notre-Dame, la consolidant pour lui faire traverser les siècles. « 1843. Voilà 500 ans que la cathédrale trône en plein cœur de Paris. Le fier édifice médiéval a subi les assauts non pas des flammes, mais bien ceux du temps et des hommes. À l'image de sa galerie des rois, vandalisée, détruite pendant la Révolution française. Il y a beaucoup de pierres desquamées, c'est-à-dire de pierres éclatées, tant par le gel que par d'autres éléments, si bien que la structure peut être fragilisée. Le toit était en très mauvais état. De l'eau s'infiltrait dans les voûtes. L'édifice avait été grosso modo abandonné depuis une soixantaine d'années. Surtout, Notre-Dame de Paris a été amputée d'un de ses membres, sa flèche médiévale, bâtie au milieu du XIIIe siècle. Un ouvrage de bois et de plomb qui culminait à 78 mètres de hauteur. Dangereuse pour l'édifice, elle a été démontée entre 1786 et 1792. C'est lié à une faiblesse de structure. Elle a montré des signes de fatigue, comme la plupart des flèches médiévales. La cathédrale doit être sauvée. Et elle le sera, grâce à l'ouvrage du romancier Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Il connaît une telle popularité à l'époque qu'il mobilisera toute la nation française autour de son sauvetage. Victor Hugo a permis aux Français de prendre conscience de l'importance du Moyen-Âge pour l'identité du pays et de Paris en particulier. C'est donc l'un de ces superbes exemples où les mots ou un roman influencent l'histoire. Et cela est assez exceptionnel. En 1843, deux architectes spécialistes de la restauration de monuments médiévaux se portent volontaires pour rendre tout son lustre à la Grande Dame. Jean-Baptiste Lassus, expérimenté, rigoureux, et surtout Eugène Viollet-le-Duc, 29 ans, un bourreau de travail, un surdoué. Il a une très grande énergie, il se déplace beaucoup, il dessine extrêmement vite et il est capable d'engranger une documentation sur des sujets les plus encyclopédiques dans le même temps que de conduire des chantiers importants. Viollet-le-Duc le dit lui-même, « Je suis des vivants et des morts ». Viollet-le-Duc estime être l'héritier des bâtisseurs du Moyen-Âge, parce qu'il sent le Moyen-Âge, il parle avec les hommes du Moyen-Âge.
Avec le soutien de l'État, Jean-Baptiste Lassus et Eugène Viollet-le-Duc vont se plonger dans l'histoire et la structure du monument. Ils vont en inspecter toutes les failles, en relever tous les défauts pour proposer un projet de restauration totale. De ce travail colossal demeurent des traces. Elles sont conservées à Charenton-le-Pont, près de Paris, à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Des archives exceptionnelles par leur quantité et leur qualité. Donc ici, on a 4 dessins du concours de 1843, signés à la fois par Viollet-le-Duc, mais aussi par Jean-Baptiste Lassus, où on voit le grand projet de restauration de la façade occidentale, avec la restitution de toute la galerie des rois, la restitution aussi de tout le décor sculpté qui avait été bûché pendant la Révolution, et également une flèche prévue par les 2 architectes, qui est proche de celle qui avait été construite au Moyen-Âge. Ces archives témoignent du travail gigantesque entrepris par les 2 architectes, puis par Viollet-le-Duc seul à partir de la mort inattendue de Lassus en 1857. Remplacement des pierres usées, reprise des arcs-boutants, rétablissement de la décoration sculptée avec la création de nombreuses gargouilles et autres chimères dessinées de toutes pièces par l'architecte, à l'image du célèbre Strige. Et Viollet-le-Duc donne, j'allais dire, un supplément d'âme à la cathédrale qui a été tellement marquant qu'effectivement, aujourd'hui, le Strige ou les gargouilles sont presque des marqueurs de Notre-Dame, plus que la figure du bâtiment elle-même. Ainsi, Viollet-le-Duc donne à Notre-Dame plus de relief. Mais il la renforce, assure sa stabilité. Son grand geste architectural sera la reconstruction de la flèche. Cette flèche, Viollet-le-Duc et Lassus l'ont d'abord imaginée à l'image de la flèche médiévale. Mais une fois seul aux commandes, Viollet-le-Duc va laisser son imaginaire s'envoler, avec l'idée d'une flèche démesurée. Elle n'a pas de fonction structurelle. Elle est juste là pour la beauté et le spectacle, dans le cadre d'une architecture profondément puissante. En pleine révolution industrielle, Viollet-le-Duc imagine une œuvre dans la droite ligne de l'ancienne flèche médiévale. Couverture en plomb, mais structure et charpente en bois, comme au Moyen-Âge. La flèche faisait partie intégrante du système de l'ensemble. Et on ne pouvait pas mettre d'autres matériaux que du chêne. Et puis, il y a aussi et surtout le défi archéologique, qui consiste à renouveler les savoir-faire, à revigorer les savoir-faire, et notamment ici des charpentiers. Mais pour relever ce défi à plus de 40 mètres de hauteur, Viollet-le-Duc a besoin d'un charpentier hors norme, doublé d'un expert absolu en matière d'échafaudage. Il fera appel au meilleur de son époque, un certain Bellu. Effectivement, il s'adresse à un charpentier remarquable qui sait monter des échafaudages, a aussi expérimenté différents échafaudages et a amélioré l'échafaudage en bois. La flèche qu'ils imaginent ensemble culminera à 93 mètres de hauteur, soit une vingtaine de mètres de plus que la flèche médiévale. Un ouvrage fou qui sublimera la cathédrale en dépit du risque qu'il fera courir au monument et dont les travaux débuteront en 1858. Viollet-le-Duc a prévu une flèche d'une telle dimension qu'en cas d'incendie, elle ne pouvait pas engendrer autre chose que des dégâts importants sur les voûtes. Il prend le risque, de toute façon, si ça brûle, ça s'effondrera, il y a de fortes chances pour que ça s'effondre.
mais il crée aussi pour une forme d'éternité. Ensemble, Bellu et Viollet-le-Duc vont imaginer une structure aérienne, élancée, solide, mais aussi particulièrement lourde. Poids total, 750 tonnes. Son principal élément structurant sera un grand poinçon en bois contreventé par le reste de la charpente. Une structure portée par 4 bras obliques, eux-mêmes posés en porte-à-faux sur chacun des piliers de la croisée du transept, les ouvrages les plus massifs de la cathédrale. Afin de faire face à ce poids colossal, Viollet-le-Duc doit consolider les maçonneries de la croisée du transept. Ce faisant, il fera une découverte étonnante. Des restes des premières fenêtres hautes de Notre-Dame, fenêtres qu'il restituera à l'identique. En mettant une élévation du XIIe siècle à côté d'une élévation du XIIIe siècle, d'emblée, il est dans le cours d'architecture, il est dans la pédagogie. À la fois, il restitue pour expliquer, et à la fois, il consolide pour construire. Une fois ces travaux réalisés, la flèche pourra être assemblée et montée. Elle sera inaugurée le 15 août 1859. Son achèvement marque la dernière grande phase de travaux de Notre-Dame de Paris. « 160 ans plus tard, le pire s'est réalisé. Une gigantesque masse de bois calciné et de plomb en fusion s'est abattue sur les parties hautes de l'édifice. Si cet incendie a profondément meurtri la cathédrale, il a également permis d'en révéler les forces, le génie. Témoignage de tous les âges du gothique, la cathédrale a traversé 8 siècles. Elle est notre héritage. Ce qui fait l'importance capitale d'une cathédrale comme Notre-Dame de Paris, c'est un ensemble de savoir-faire, c'est un ensemble de gestes. C'est précisément ça qu'il faut pouvoir reproduire pour le transmettre. C'est certainement ce que Notre-Dame a à nous apprendre aujourd'hui. En juillet 2020, l'État français a décidé de reconstruire sa charpente en bois, à l'identique. Le plus beau des hommages pour les charpentiers du Moyen-Âge. Les bois, les chênes nécessaires pour réaliser cette charpente, on les a dans la forêt française. On a le savoir-faire du maniement des haches pour réaliser l'équarrissage. Et c'est en plus la meilleure solution pour lui garantir sa pérennité. Indestructible, Notre-Dame devra le rester. Malgré sa nouvelle flèche qui sera elle aussi restituée en bois et en plomb, d'après le dessin de Viollet-le-Duc. La flèche de Viollet-le-Duc est une structure spectaculaire. Elle était visible partout autour de la cathédrale et d'une telle beauté. Donc je pense qu'il y a toutes les raisons de restituer l'apparence de la cathédrale telle qu'elle était avant. Une cathédrale figée dans le passé? Peut-être. Mais quel passé? Car si Notre-Dame est toujours debout aujourd'hui, c'est grâce aux hommes et aux femmes qui l'ont pensée, repensée, à ceux qui l'ont bâtie, à ceux qui la reconstruiront.